un jour son empreinte, l'empreinte de sa chaussure droite ou gauche. C'est autour du studio de Radio J. Bonjour Alexis Lacroix. Décidément, vous êtes très taquin, cher Steve Nadjar. Je ne sais pas si vous êtes fan de tennis et de Rafael Nadal. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, cher Alexis, pour votre analyse politique du jour. Je rappelle que vous êtes bien sûr directeur de la rédaction d'Actu-J. On démarre avec une déclaration. Je vous assure qu'elle existe et je me battrai pour qu'elle continue d'exister et qu'elle soit en mesure de l'emporter en 2027. C'est la phrase la plus commentée de l'interview qu'a accordée hier Elisabeth Borne à nos confrères de BFM TV. Le macronisme, c'est un esprit, selon la ministre de l'Éducation nationale, à savoir, je la cite toujours, sortir du clivage et de l'alternance droite-gauche qui a été délétère pour notre pays. Alexis, pourquoi ces déclarations d'Elisabeth Borne, numéro 2 du parti présidentiel par ailleurs Renaissance, vous semblent particulièrement significatives, notamment après le sacre de Bruno Retailleau à la présidence des Républicains? Alors, vous avez raison de vous poser très bien la question. Elle est en deux temps, la déclaration. Il y a d'abord l'affichage de la détermination de la ministre de l'Éducation nationale, qui est plutôt une macronienne dite de gauche, on va y revenir, à se battre pour que la Macronie ou le macronisme, si on prend le terme plus politologique, c'est plutôt le macronisme. La Macronie, c'est plus politique, strictement partidaire et politique, continue à exister en 2027. Et la deuxième partie de la déclaration est davantage relative à tout ce dont on parle dans cette ambiance de début de recomposition politique éventuelle, qui est le caractère sain, ou au contraire pas sain, du clivage droite-gauche. J'ai fait une chronique l'autre jour là-dessus, et nous sommes évidemment, vous avez parfaitement raison de le noter, cher Steve, dans un moment qui est la suite, l'après-blast, entre guillemets, du retour en force d'une droite républicaine que d'aucuns, je vous le rappelle quand même, il faut contextualiser, beaucoup d'experts politiques nous disaient encore il y a 6 mois, c'est impossible, LR est définitivement, pardonnez-moi l'expression, dans les choux, et le Parti socialiste également. On verra ce que donne le congrès du Parti socialiste à la mi-juin. Avec les scores très faibles de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo. Exactement. Ces experts se fondaient sur les scores très faibles à la présidentielle de 2022. Très bien. Mais nous sommes visiblement dans une nouvelle ère. Et nous sommes dans une ère où, en tout cas, la droite républicaine se recrée un espace, ce qui n'empêche pas sa participation décidée collégialement au gouvernement. Et donc, nous avons, évidemment, ne nous leurrons pas, Elisabeth Borne est une femme de qualité, elle représente une certaine fidélité à l'idée de départ du dépassement du droite-gauche, commune d'ailleurs à beaucoup de personnes, on va en parler, et notamment bien sûr à l'ami historique du président de la République, qui est le Premier ministre François Bayrou. Mais cette idée-là, aujourd'hui, elle ne fait plus l'unanimité absolue de Raphaël Glucksmann à Bruno Retailleau. Oui. C'est une évidence. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui commencent à la contester. Et donc, effectivement, si on veut comprendre la sémantique de la déclaration d'Elisabeth Borne, laissons de côté les ambitions éventuellement personnelles, je crois que c'est secondaire en réalité. Elisabeth Borne ne se rêve pas en présidente de la République, elle n'est pas mégalo, elle n'est pas folle. C'est pas le problème. En revanche, elle veut sauver, dans son esprit, une partie de l'héritage depuis 2017, de ce dépassement politique du clivage structurant de la Ve République. Elle pense... Ça ne serait pas forcément l'ambition de Gabriel Attal ? Attendez, elle pense que c'est sain, je termine sur elle et après je vous réponds sur Attal. Elle pense que c'est sain de sauver ce legs-là, cet héritage-là du macronisme, au sens philosophique du terme, qui est la capacité à avoir inventé des formes politiques, c'est inédit depuis 58, qui se fondent sur un dépassement de la frontière, de cette espèce de mur de Berlin, entre guillemets, de la vie politique, je me place de son point de vue, qui était la séparation hermétique entre la droite et la gauche. Pour preuve, d'ailleurs, nous avons des gens d'une sensibilité plutôt de gauche dans ce gouvernement. Elle en fait partie, bien sûr. Il y a des gens encore plus à gauche, François Rebsamen. Il y a des gens qui viennent de la gauche, même si aujourd'hui il ne s'en réclame pas forcément. Mais enfin, il se dit quand même de gauche républicaine. Le ministre d'État numéro 3 du gouvernement en charge des Outre-mer, Manuel Valls, il se dit partout appartenant à la gauche républicaine. Et nous avons aussi dans ce gouvernement, outre des centristes, des gens d'Horizon, etc., des gens qui s'affichent clairement à droite, à commencer, bien sûr, par le locataire de la place Beauvau, Bruno Retailleau. C'est un courant qui ne veut pas mourir après 2027. Alors, en tout cas, la déclaration d'Elisabeth Borne signifie la volonté, on va dire, du cœur nucléaire de la Macronie, en quelque sorte, de continuer à faire exister cette expérience. Alors maintenant, venons-en au fond. Laissons Gabriel Attal, qui est pour lui, un peu épiphénoménal dans cette histoire de Même côté. si
Elle en a parlé, et c'est pour ça que je voulais revenir sur lui. Je rappelle donc qu'elle est numéro 2 présidente du Conseil national du parti présidentiel. Elle estime qu'il est trop tôt pour désigner un successeur à Emmanuel Macron à la tête de ce courant. Elle signale par là, Alexis, que Gabriel Attal, je termine, à la tête du mouvement, après, rappelons, un accord entre ces deux dirigeants, ne peut pas pour l'instant se prévaloir d'une forme d'une évidente primauté. Vous avez tout juste. Bien évidemment, c'est votre objection est très bonne et l'interprétation que vous faites de sa phrase est évidemment très bonne. On connaît dans les coulisses les mauvaises relations qu'entretient la ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire général de Renaissance et ancien Premier ministre. Et par ailleurs, effectivement, elle nous dit, et je crois qu'elle n'a pas tort dans l'optique qui est celle du maintien de la Macronie dans le jeu, elle nous dit attention, si vous commencez sur cette autoroute A1, ou ce qui commence toujours 2 ans avant, si vous commencez à créer un embouteillage de candidatures narcissiques potentielles, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, d'autres personnes qu'on n'a pas vu forcément venir et qui surgiront, eh ben, on est, excusez-moi de l'expression, mal barré. C'est ça qu'elle dit. Alors, par ailleurs... Bien sûr qu'elle soit très audible vis-à-vis de ses potentiels candidats. Justement, hier, sur TF1, était interviewé le numéro 3 du gouvernement, nous venons de l'évoquer, Manuel Valls. Et il s'est livré à une analyse, je dois dire, très argumentée et assez convaincante, plaidant pour la poursuite, également du dépassement, mais surtout nous disant, attention, nous pouvons bien sûr observer, il l'observe comme chacun d'entre nous, le retour à un certain droite-gauche. Mais en revanche, ce serait une illusion pour chacun des camps en présence, dans ce grand arc qu'on appelle le socle commun, d'imaginer qu'il peut gagner et ensuite gouverner seul. Et donc ce qu'a en vue Manuel Valls, et ça complète au fond l'analyse d'Elisabeth Borne en réalité, ce qu'a en vue Manuel Valls, c'est plutôt une coalition de partis en vue de la présidentielle de 2027. Et là aussi, interrogé naturellement par les journalistes de TF1 sur ses ambitions personnelles, il a botté en touche en disant c'est pas la question de l'incarnation pour l'instant. Même s'il a ajouté qu'il ne pouvait pas se désintéresser de ces élections-là. Évidemment, il ne peut pas s'en désintéresser. Mais j'ai senti dans l'analyse de Manuel Valls que, fidèle à ce qu'il pense d'ailleurs depuis 2017, il pense que le dépassement du clivage droite-gauche constitue en quelque sorte un paramètre de nécessité de la vie politique telle qu'elle est. Autrement dit, les blocages depuis 2 ans ne constituent pas la mort annoncée du macronisme après 2027 ? Votre objection est évidemment très bonne. Et les gens qui ont choisi plutôt la voie du retour aux gauche-droite, c'est-à-dire le cœur du Parti socialiste avec Raphaël Glucksmann, mais aussi, vous le savez bien, avec François Hollande, ou les gens qui, au contraire, se réjouissent à droite de la victoire de Bruno Retailleau, ne partagent pas cette analyse. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur l'idée que nous sortons progressivement de la logique du dépassement du clivage droite-gauche et que nous revenons progressivement, bien évidemment, à ce qui a été le cours le plus intérieur de l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire l'alternance gauche-droite. Mais ce qui était intéressant dans la déclaration d'Elisabeth Borne, c'est qu'elle qualifie cette alternance gauche-droite de délétère. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 points de vue qui, jusqu'à un certain point, pour employer une expression valsiste, sont un peu irréconciliables. Et donc ceci dessine une cartographie, à mon avis, un peu hésitante de la vie politique d'ici 2027. Aura-t-on le choix entre un bloc central rénové par des gens comme Elisabeth Borne, par exemple, et les extrêmes, c'est-à-dire LFI et le Rassemblement national, ou y aura-t-il davantage de pluralisme, si vous voulez, dans la démocratie française, c'est-à-dire une incarnation forte, par exemple, chez LR, qui pourrait être évidemment Bruno Retailleau. Actuellement, il tient toutes les cartes en main pour incarner ce conservatisme libéral de retour. Et à gauche, quelqu'un qui sortira vainqueur ou dont la tendance sortirait vainqueur du congrès dans 15 jours et qui pourrait évidemment être, même on sait qu'il n'a pas dit son dernier mot et on sait que c'est pas gagné, mais qui pourrait être François Hollande, qui incarnerait une gauche social-démocrate de retour. Donc on est dans un moment d'hésitation, on ne peut pas trancher de manière absolue, mais en revanche, si on analyse la ligne de Bruno Retailleau, je commence à être un des retaillologues du commentariat français, c'est absolument évident qu'il ne va pas brader l'héritage en pleine récupération, en plein regain de sa famille politique
pour se fondre à l'intérieur de la Macronie, comme tout en se le lui en maintenant fait. néanmoins, Alexis, au sein du gouvernement. Oui, mais c'est pas se fondre au sein de la Macronie. Je pense que là, Laurent Wauquiez commet une erreur d'interprétation. C'est apporter sa pierre à l'édifice dans un moment de crise politique, mais c'est en aucun cas abdiquer sa souveraineté, faire de la subsidiarité sous l'égide du macronisme. Il l'a même dit lui-même, vous voyez. Donc, il garde son autonomie. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, le vœu d'Elisabeth Borne sera accompli par d'autres formations politiques, Modem, Horizon, etc., mais pas par LR. Alexis, Emmanuel Macron est au Vietnam aujourd'hui, première étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Quelle est la stratégie française dans l'Indo-Pacifique en cette période de tension accrue entre Washington et Pékin ? Alors, la stratégie, c'est toujours la même chose. C'est d'exister entre les deux mastodontes. Vous avez donc un bloc sino-russe d'un côté et des États-Unis de l'autre. On sait évidemment l'importance, vous le savez en gros depuis Barack Obama, du pivot asiatique pour les États-Unis. Et donc, le président de la République, qui a atterri à Hanoï, ça a été beaucoup commenté pour d'autres raisons, va essayer de réaffirmer la présence stratégique de la France dans la région Indo-Pacifique. J'ouvre une parenthèse. Par ailleurs, la France y est présente territorialement, au travers de collectivités territoriales d'outre-mer, en Mélanésie et en Polynésie. Bien. Et donc, effectivement, en Mélanésie, il y en a deux. Il y a la Nouvelle-Calédonie et il y a Wallis et Futuna. Et on a la Polynésie française, par ailleurs, avec cette myriade d'îles enchanteresses, mais qui constituent aussi, vous le savez bien, sur le plan stratégique, des choses importantes. Alors, sur le plan commercial, il y a des contrats à la clé. Et il y a aussi... notamment en matière d'énergie. Voilà, cher Steve, absolument, en matière d'énergie. Or, c'est fondamental. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, un rapprochement des grands pays occidentaux européens de l'Asie est fondamental sur le plan énergétique. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des enjeux qui sont davantage des enjeux de défense. Mais quand même, vous voyez, si on termine là-dessus, à Hanoï, le président de la République retrouve un très vieil allié de la France, où on parle d'ailleurs encore un Français, charmant, au Vietnam, vous voyez. Et donc là, il y a aussi une dimension symbolique, c'est-à-dire que la France, on se le rappelle parfois, Manuel Valls le dit souvent, il a évidemment raison, la France n'est pas simplement une puissance européenne. La France, c'est une puissance qui est déployée, c'est une puissance monde qui est déployée sur les 5 continents. C'est du gaullisme dans le texte, Alexis. Exactement. En 2025. Mais vous savez, je pense que le président de la République, dont on peut critiquer le choix du dépassement, par exemple, mais le président de la République, sur ce plan-là, il est gaulliste. Il a cette idée d'une France, je vais le prendre les mots de Malraux, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se déploie et lorsqu'elle parle au monde entier. Vous voyez, il est profondément gaulliste. Donc, à ce titre, effectivement, au-delà des deals commerciaux, en matière de défense et d'armement, etc., ce voyage dans la zone Indo-Pacifique, comme disent les géostratèges, a valeur en quelque sorte de réaffirmation, j'en termine, de réaffirmation du caractère internationaliste de la puissance française. Une troisième voie qui peut apparaître comme crédible pour les États non alignés, comme on le disait dans l'époque, du Sud global. Voilà. Est-ce que nous sommes De Gaulle 55 Bandung? Est-ce que Hanoï, on va terminer par là si vous voulez, cher Steve, est-ce que Hanoï 2025, c'est De Gaulle Bandung 1955? C'est une vraie question. Peut-être. Alexis, un dernier mot peut-être sur ce qu'on appelle peut-être déjà aussi le Brigitte Gate, cette scène filmée de descente. Voilà, je comprends très bien la passion que suscite dans les réseaux sociaux et dans les médias mainstream cette supposée algarade. Néanmoins, hyper prudence de ma part. Pourquoi ? Car vous savez très bien que, si vous voulez, dans une relation de couple, il peut y avoir beaucoup de taquinerie. Et donc, l'hypothèse mise en avant par l'Élysée, par les services de l'Élysée. Ça a démenti dans un premier temps en invoquant l'idée d'une intelligence artificielle qui aurait été utilisée pour... oui, alors là, visiblement, c'est pas le cas, mais en revanche, l'hypothèse, si vous voulez, d'une taquinerie ne peut pas être écartée d'un revers de main. Pas de surinterprétation, en somme. Je comprends très bien que dans l'ambiance de Macron-bashing, certains s'en emparent avec avidité, mais ça ne sera pas mon cas. Vous faites bien. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. Bon après-midi à vous. Je rappelle qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi, à demain.